Merci beaucoup Frédéric Coé pour son invitation à ce beau colloque. Merci également à l'Université Grenoble-Alpes et tous ses partenaires dont je dois bien avouer que je n'ai pas retenu tous les noms, mais qui me permet aujourd'hui de découvrir cette très belle région pour parler d'un sujet qui s'annonce tout à fait passionnant. Donc vous l'avez compris, ce matin, je suis chargée d'une vaste mission, retracée en 20 minutes, 2500 ans d'histoire, sur l'évolution de la nature du droit au bail. Donc évidemment, j'ai fait des choix pour essayer de mettre en avant les traits saillants de cette évolution, qui, je l'espère, seront ceux qui ont le plus de liens avec les différentes problématiques et les différents enjeux actuelle sur cette question. Donc je vous propose ce matin de commencer par décentrer le regard pour essayer de replacer le droit au bail dans son contexte historique, en partant de très loin, puisque je vais partir de Rome, en essayant d'aller jusqu'aux débats les plus récents, même si je vous laisse la partie véritablement positive en la matière. Alors pour bien comprendre cette évolution, simplement, il faut garder à l'esprit le contexte. Je pense que vous le connaissez, mais simplement, je le rappelle très brièvement. Le contrat de louage naît à Rome. C'est l'un des 4 contrats consensuels qui sont identifiés par les Romains avec la vente, le mandat et le contrat de société. Et donc à l'origine, on a un contrat de bonne foi qui s'adresse à tous, pas seulement aux citoyens romains, mais également aux étrangers, et qui se décline sous 3 formes que l'on connaît encore actuellement: le louage de choses, le louage d'ouvrages et le contrat de travail. L'intérêt, c'est que cette notion romaine, elle va être récupérée dans le temps, et notamment avec la redécouverte à partir des 11e, 12e siècles du droit romain. Les juristes vont se réapproprier des instruments de la technique juridique pour penser les rapports entre les personnes et les choses. Alors là encore, le contexte est très différent, puisque finalement l'âge d'or peut-être, en tout cas c'est mon opinion, l'âge d'or des beaux réels immobiliers, c'est l'époque médiévale. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Un moment où la propriété est partagée, morcelée. Et donc la norme, c'est d'être un preneur, souvent à ce que l'on appellerait aujourd'hui un bail réel immobilier, avec un seigneur qui a son domaine direct et qui donc se contente de recevoir des redevances, des taxes, mais qui a une sorte de propriété originelle sur le fonds immobilier. Avec la période révolutionnaire, le paradigme va changer, puisque la consécration d'une notion de propriété plus exclusive, plus absolue, va avoir pour conséquence, il me semble, de modifier la perception du contrat de bail. Donc là où il était la norme sous l'ancien droit, il va devenir un outil contractuel qu'il faut débarrasser à tout prix, en tout cas au XIXe siècle, des vestiges de la féodalité. Et il me semble, en tout cas au regard des propos introductifs, que ce contexte a marqué durablement le contrat de bail. Donc dès lors, et ça me rassure pour mon intervention, la question de la nature du droit au bail à travers l'histoire va se faire l'écho d'enjeux qui sont divers, mais qui restent actuels, tant économiques que politiques ou sociaux. La qualification de droit au bail met en perspective notre conception de la propriété. Et à travers l'histoire, souvent une conception plus souple de la propriété va de pair avec une multiplication des droits réels, dont l'étendue peut varier. Et au contraire, souvent une conception plus exclusive de la propriété s'y prête moins, ce qui explique peut-être les tensions que l'on connaît aujourd'hui en la matière. Cette question, elle interroge aussi notre rapport au temps, mais aussi peut-être la place de la doctrine, de la pratique dans la construction du droit. On en a parlé également, la nature du droit au bail nous oblige à nous interroger sur la question de la liberté contractuelle. Ce n'est pas nouveau, là encore. On pense peut-être à la controverse du numerus clausus des droits réels tout au long du XIXe siècle.
Et c'est aussi la question de la place de l'ordre public dans la relation contractuelle, qui se pose avec d'autant plus d'acuité qu'elle limite ou qu'elle libère le choix du droit concédé par le contrat de bail. Et enfin, cette qualification va influencer l'équilibre des rapports locatifs. Alors, au fil de l'histoire, pas forcément pour protéger le preneur, parfois souvent pour protéger le propriétaire, ce qui devient finalement une arme pour lui. Donc, pour répondre à cette question, à travers l'histoire, j'ai essayé de synthétiser tout ça autour de 2 tendances. La première, est-ce que ça fonctionne? Ah. Oui, bon, voilà, c'est parfait, très bien. Je ferai un petit signe éventuellement. Donc, un plan chronologique pour des questions pédagogiques. Donc, un premier volet, une première tendance pour essayer de mettre en évidence que jusqu'à la Révolution, les juristes n'ont aucun problème, aucune difficulté théorique à reconnaître une multiplicité de droit au bail, c'est-à-dire à la fois qu'il s'agisse d'un droit réel ou d'un droit personnel. Alors qu'à compter de la période révolutionnaire, cette question se pose peut-être avec plus d'acuité, puisque là, l'idée revient peut-être à unifier davantage la notion. Alors, premier temps de cette réflexion, la reconnaissance d'une multiplicité de droits au bail. Je vais donc partir de Rome. À Rome, puis dans l'ancien droit, la question de la nature du droit au bail ne se pose pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. En droit romain, la distinction qui est proposée par les jurisconsultes est procédurale. Et c'est à partir de ce cadre romain que les juristes de l'ancien droit ont réinterprété ces notions, souvent de façon inventive, ce qui est une façon de dire qu'ils ont complètement tordu et modifié ces notions pour forger au fur et à mesure les notions de droit réel et de droit personnel que nous connaissons aujourd'hui. En droit romain, donc vous le voyez ici, c'est un extrait, et ce sera le seul, des Instituts de Justinien que je vous propose. En droit romain, on connaît les expressions de ius in re et de ius ad rem, donc de droit, ce qu'on traduit aujourd'hui par le droit réel et droit personnel, mais pour autant, elles ne traduisent pas ce que recouvrent ces notions aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le droit romain ne connaît pas de droit subjectif. Donc nécessairement, on ne peut pas avoir ces notions-là. Or, en l'absence donc de cette compréhension du ius, du droit, on ne peut pas calquer notre vision des choses sur le droit romain. Le droit romain, c'est avant tout un droit procédural, donc matérialisé par l'action, et donc c'est seulement si une action existe qu'il y a droit en droit romain. On le voit, peut-être si vous l'avez lu dans cet extrait des Instituts, que les Romains distinguent 2 types d'actions. L'action dite personnelle, donc les actions in personam, et les actions réelles, actions in rem. Les premières sont exercées par un créancier contre son débiteur et visent l'exécution d'une obligation, ou à défaut le paiement de dommages-intérêts. Et les secondes sont intentées erga omnes pour faire valoir un droit sur une chose. Alors l'exemple type, évidemment, c'est la revendication du propriétaire. C'est une action réelle. Dans ce contexte, les obligations qui naissent de ce contrat, du contrat de bail plus précisément, sont sanctionnées par des actions personnelles. En droit romain, on parle de l'actio locati pour le locataire, qui est une action personnelle. En pratique, néanmoins, le preneur est assez peu protégé. Et ce n'est que ponctuellement que les empereurs, au fur et à mesure, vont répondre à la demande des locataires pour renforcer leurs actions. Tout cela va évoluer, merci beaucoup, va évoluer à partir du Bas Empire. Vous connaissez sans doute cette carte très célèbre des invasions romaines, des invasions de l'Empire romain à partir du Bas Empire. Pourquoi ces invasions vont avoir une influence sur le droit au bail ? Parce que le contexte économique et politique devient difficile.
l'Empire va connaître des difficultés pour sécuriser ses frontières et certaines régions de l'Empire se vident complètement. Il devient difficile donc de garder les terres en culture. Un problème économique quand même, il faut nourrir au moins la ville de Rome de plusieurs millions d'habitants. C'est la raison pour laquelle les empereurs vont essayer d'ouvrir le marché immobilier en conférant de plus en plus largement des baux qui octroient un droit réel sur ces différentes terres. Donc, dans les campagnes, l'Empire romain concède ce qu'on appelle un vectigal à des paysans, c'est-à-dire un baux à long terme en réalité, voire parfois à perpétuité, qui porte sur le domaine public. Et puis dans l'Empire d'Orient, se développe peu à peu l'amphithéose pour mettre en valeur les terres incultes. De la même façon, on retrouve, alors sous des termes différents, mais dans les villes, le développement également de ce type de baux réels. Tous ces éléments sont autant de racines pour la systématisation du droit à venir un peu plus tard. Alors je saute immédiatement presque 1000 ans dans le temps, mais bon, on va dire que pour le sujet qui nous intéresse, il ne se passe pas grand-chose à cette période-là, pour essayer de vous montrer que ce droit romain va être réinterprété complètement dans l'ancien droit, donc c'est-à-dire, on va dire, à partir du XIIe siècle de notre ère. Donc plusieurs facteurs vont ouvrir une véritable réflexion doctrinale sur la nature du droit au bail. La redécouverte du droit romain d'abord, en Italie, puis ensuite dans toute l'Europe. Ici, vous avez un manuscrit du décret de Gratien qui est tout à fait caractéristique de la méthode de travail de cette doctrine de l'époque médiévale, avec la glose sur les côtés, dans les marges. Les glossateurs puis les commentateurs vont donc s'appuyer sur ces compilations de Justinien, non seulement pour leur enseignement du droit, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ici, pour expliquer les réalités locales. Là encore, le contexte a évolué, sur 3 points au moins. D'un point de vue économique, la terre est la principale richesse, en tout cas dans la France d'Ancien Régime, même si on connaît des débuts d'une industrialisation avec les manufactures, on va dire au XVIIe siècle. Pour l'essentiel, le poumon économique de la France d'Ancien Régime, c'est l'agriculture. D'un point de vue politique, la féodalité impose une société qui est structurée autour de 3 ordres, et elle met au premier plan les liens d'homme à homme. Ces éléments vont se traduire du point de vue de la technique juridique, puisqu'il est généralement admis qu'un tenancier détient un domaine utile, donc c'est-à-dire l'ensemble des usages du fonds immobilier, qui lui permet d'agir comme un quasi-propriétaire, à condition de verser régulièrement des redevances à son seigneur. Ainsi, lorsque les juristes médiévaux réinvestissent la notion romaine d'action utile, d'action réelle, d'action personnelle, ils vont transformer cette distinction qui est initialement procédurale pour créer cette summa divisio que l'on connaît très bien aujourd'hui entre le droit dans la chose, qu'ils appellent le droit dans la chose, le ius in re, et le droit de créance, le ius in personam. Le Moyen-Âge, c'est à cet égard une période de transition, puisque cette distinction, elle n'est pas adoptée par tous, pas par tous en même temps, mais simplement une tendance qui va s'imposer peu à peu. Et donc, il faut attendre la doctrine de l'époque moderne, donc Pothier, Domat, tous ces grands noms, qui vont s'efforcer de réaliser une systématisation du droit pour que l'expression droit réel prenne son sens actuel. Alors le problème ensuite, c'est de distinguer entre l'enchevêtrement de baux réels immobiliers que connaît cette période, puisque à chaque province, quasiment à chaque ressort de coutume, correspond un bail particulier, local. Et le problème, c'est qu'il existe presque autant de classifications que d'auteurs, ce qui brouille parfois la lecture de cette question. Donc finalement, le but de ces auteurs, il est pratique. Si les auteurs cherchent à rationaliser les règles juridiques, c'est pour rendre compte d'une réalité d'Ancien Régime, le morcellement de la propriété et l'enchevêtrement des droits qui existent sur une même chose. 2 types de baux vont alors se développer.
Les premiers, ce sont des louages souvent de courte durée qui visent la jouissance d'un bien pour un usage donné. C'est le cas du bail à métayage, du bail à ferme, et ce sont autant de contrats qui confèrent des droits personnels. Et à côté de ces baux, la grande majorité sont des baux de longue durée qui ont pour effet de transférer un droit réel au preneur. Alors l'archétype, et je ne le dis pas simplement parce que j'ai fait ma thèse dessus, mais l'archétype, c'est le bail amphithéotique que l'on retrouve sous divers noms dans toutes les provinces françaises. En Alsace, par exemple, ça s'appelle un bail héréditaire. Et en Dauphiné, c'est l'albergement, un terme donc spécifique à la région. La doctrine va donc essayer de matérialiser des baux qui soulignent la hiérarchie foncière qui s'appuie sur les cadres d'Ancien Régime. Et donc ça ne pose aucun problème à la doctrine de faire coexister deux catégories de baux, et il distingue simplement l'étendue des droits qu'il confère. Donc sous l'Ancien droit, le droit au bail n'est pas un droit réel ou un droit personnel, il n'est pas que l'un ou que l'autre, il est à la fois l'un et l'autre. Alors, je dis pour la doctrine parce que c'est ce qui est le plus facile à étudier et à expliquer dans un temps imparti, mais c'est également le cas pour les tribunaux d'Ancien Régime. Le problème, il me semble en tout cas, se cristallise plutôt à l'époque révolutionnaire, à partir de l'époque révolutionnaire, et c'est donc le deuxième temps de cette réflexion, la recherche de l'unicité du droit au bail depuis la Révolution. À partir de cette période-là, le paradigme change, et donc tout au long du XIXe siècle, la crainte d'un retour à la féodalité conduit à un rejet du droit au bail comme étant une forme de droit réel. Puis, sous l'influence de différents courants doctrinaux, alors c'est pas la seule raison, mais c'est celle sur laquelle je vais essentiellement revenir, au cours du XXe siècle, la question est réactivée et souligne, il me semble, l'actualité de ce sujet aujourd'hui. Alors, au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on peut en retenir assez brièvement ? Je crois qu'il y a une autre, merci beaucoup. Ah, il y en a deux en fait, ben voilà, la première, donc déjà. L'idée de la Révolution, en tout cas pour ce qui concerne la propriété, c'est de faire table rase de ce qui s'est passé auparavant. Donc une nouvelle conception de la propriété et du rapport aux choses s'ouvre. Alors on sait que les contrats perpétuels sont désormais interdits, limités à une durée maximum de 99 ans, mais le droit au bail supporte une autre limitation, l'abandon de ce que j'ai appelé tout à l'heure le domaine utile, qui était le droit réel le plus étendu que l'on pouvait avoir sous l'Ancien Régime. Cette interdiction, elle trouve son fondement dans l'article 1er que vous avez juste ici du Code rural. Et ces dispositions, il faut les comprendre dans leur contexte. Elles sont le fruit, pas seulement d'un rejet d'une conception technique de la propriété, mais elles sont le fruit d'un rejet de la société d'Ancien Régime et des droits féodaux et seigneuriaux qui s'amassaient sur les redevances des locataires. Donc la consécration de la propriété comme un droit sacré, comme celle de la liberté de circulation des individus, et donc des terres, vont imposer une nouvelle façon de voir le contrat de bail. Le rejet de cette hiérarchie féodale conduit les tribunaux à élaborer une jurisprudence plus fine qui consiste à déféodaliser, c'est le terme qui est utilisé dans les décisions, les baux qui sont conclus sous l'empire de l'ancien droit, en les débarrassant de toute référence à la féodalité, mais aussi en les délestant d'un certain nombre de prérogatives du bailleur qu'il pouvait avoir avant cette période révolutionnaire et qui avaient été accumulées au fil du temps. Alors, si on revient sur la loi, qui est quand même le cœur de notre réflexion de juriste aujourd'hui, les travaux préparatoires du Code civil n'abordent pas cette question de la nature du droit au bail. La lecture des discussions laisse simplement entrevoir le but des rédacteurs, à savoir la préservation de la propriété et donc des droits du propriétaire. Alors, un indice donne toutefois à penser que les baux réels, c'est terminé pour les rédacteurs du Code civil. Tronchet, par exemple, dit qu'il est inutile d'aborder cette question, puisque la question ne se posera plus jamais, vu qu'on a abandonné les cadres d'Ancien Régime. C'est une autre façon d'affirmer qu'il n'existe plus.
Alors la pratique est beaucoup plus pragmatique. La jurisprudence admet très rapidement l'existence de baux transférant l'exercice d'un droit réel, comme des contrats dérogatoires aux contrats de louage de droit commun. Et en doctrine, la question reste également ouverte. Elle se déroule dans le cadre plus vaste de la réflexion sur le numerus clausus des droits réels. Vous avez juste après la photographie de Trollon, qui est donc un fameux défenseur de cette théorie des droits réels. Pour terminer donc rapidement sur cette évolution, je passerai très rapidement sur le XXe siècle pour éviter de trop dépasser mon temps. Au XXe siècle, en 2 mots, qu'est-ce qui se passe? La doctrine va réactiver la discussion, notamment autour de la conception de la propriété et des droits réels. Plagnol d'abord, avec sa doctrine personnaliste, puis ensuite Ginosard et ses disciples qui tentent de réinvestir cette notion-là. Et donc de défendre un droit réel, un droit au bail qui serait nécessairement un droit réel. Alors, juste 2 remarques pour conclure sur tout ce que je viens de dire, et on pourra en discuter si vous le souhaitez plus en détail par la suite. La construction du droit au bail, elle se réalise, il me semble, au fil de l'histoire de façon pragmatique, en fonction des nécessités de chaque époque, c'est-à-dire parfois aussi de façon anarchique. Et finalement, on pourrait presque dire que jusqu'à la Révolution, la question de la nature du droit au bail, ce n'est pas une question. Elle est très peu abordée par les auteurs, et lorsqu'elle l'est, ce n'est pas de façon théorique, ce n'est que de façon plutôt simplement théorique, sans envisager les conséquences pratiques. Et ce n'est qu'à partir de la Révolution que cette question elle devient prégnante, comme le contre-coup d'une conception plus exclusive et absolue de la propriété. Dernière remarque là-dessus, le poids de la tradition. À chaque fois que la qualification de droit au bail s'appuie sur des constructions antérieures, c'est ce que j'essaie de vous montrer, soit pour prolonger les concepts anciens, soit pour s'en défaire complètement. Et cette question, si elle a suscité peut-être tant de controverses, notamment au XIXe siècle, c'est peut-être pas tant d'un point de vue technique, ou des difficultés techniques qu'elle pose, mais plutôt parce qu'on hérite d'une tradition où, pour la collectivité des juristes, le droit au bail est nécessairement un droit personnel. Et c'est peut-être finalement le poids de l'histoire qu'il est parfois difficile de contrebalancer. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser d'avoir un peu dépassé. Alors, je tiens avant tout à remercier la professeure Chloé pour son invitation et sa compréhension aussi de ma situation familiale. Mon enfant étant malade, j'ai dû annuler mon déplacement, mais je suis ravie de pouvoir faire mon intervention à distance avec une technique impeccable. Alors, je rejoins un peu les premières interventions, mais effectivement, Frédéric était très ambitieuse sur sa journée d'études et passait commande, on va dire, de façon disant ça serait super qu'on puisse faire plein de choses, mais effectivement le temps était un peu compté et moi je me suis heurtée à pas mal de difficultés et je vais pouvoir vous en parler. Alors je suis l'économiste de la bande d'aujourd'hui et en tant qu'économiste, Frédéric m'a invité pour vous soumettre une réflexion en fait sur l'impact de cet accroissement de l'intervention publique sur les marchés locatifs des actifs commerciaux. Donc j'ai décidé justement de me concentrer pour éviter de m'éparpiller sur les actifs commerciaux uniquement en laissant de côté les actifs résidentiels. Alors c'est un marché, on l'a dit, qui est fortement encadré par l'action publique. Oh, donc on en a parlé du fait du droit des baux commerciaux, mais aussi des règles d'urbanisme, des obligations de mise aux normes, des exigences environnementales. On va en parler avec le décret tertiaire. Et tous ces dispositifs souvent ont des objectifs très légitimes de la part du législateur: protéger les commerçants, le preneur, stabiliser les fonds de commerce, améliorer la qualité du parc, accompagner la transition environnementale ou organiser les usages urbains. Mais la réflexion sur l'effet économique de cette inflation législative est un peu moins présente et n'est quasiment pas présente du tout d'ailleurs dans la littérature économique. Et pourtant, elle est tout à fait pertinente parce que théoriquement,
effectivement, cette inflation législative, elle va modifier à la fois les coûts et l'incertitude qui est supportée par le bailleur, et elle peut entraîner, et c'est le thème de la journée, une attrition de l'offre. Alors, attrition de l'offre, et vous allez voir, je vais aussi vous apporter quelques réflexions sur la sélection et la standardisation des actifs. Sert réellement les preneurs? Ça, c'est toute une question. Et cette question m'est venue pendant votre présentation, Christelle, en tout début. Finalement, est-ce que cette organisation de la dépréciation du stock va servir vraiment les différents types de preneurs? Alors, d'abord, définir l'attrition de l'offre. Frédéric l'a défini en introduction, mais je voulais apporter une définition avec un regard un peu plus économique. Une attrition de l'offre en économie, c'est quoi? C'est un moment où on va avoir une diminution du nombre d'actifs qui va être proposé à la location, donc une contraction de l'offre. Et cette contraction de l'offre, elle vient de plusieurs choses, soit d'un arbitrage en fait coût-bénéfice qui va être défavorable pour le propriétaire, et donc j'ai beaucoup aimé l'expression de Christelle, qui va choisir de ne pas contracter, soit il aura l'obligation de ne plus pouvoir contracter parce qu'il sera impossible de proposer son bien à la location dans des cas de non-conformité réglementaire. Alors, nous, en économie, on s'intéresse plus souvent aux notions d'arbitrage, même si l'impact réglementaire de l'impossibilité de proposer son bien à la location participe de fait à la contraction de l'offre. Mais là, on va regarder plus cette notion d'arbitrage. Le propriétaire, dans son choix de contracter ou pas, il va faire une analyse coût-bénéfice de façon assez basique. Les bénéfices, ça va être les loyers et la valorisation potentielle de l'actif via l'activité. Et les coûts, c'est les coûts d'exploitation, de mise aux normes, d'adaptation et les coûts supportés par le risque réglementaire. L'attrition intervient lorsque finalement ces coûts effectifs ou anticipés, parce que dans les différents calendriers législatifs ou l'incertitude législative, il y a des coûts qu'on anticipe à venir, excèdent les bénéfices attendus. Et sur ces questions de bénéfices, on peut aussi avoir cette notion d'anticipation. Alors, les dynamiques de marché, elles ont été rappelées en introduction. On est sur un marché qui connaît plutôt une baisse de la demande due à l'inflation, les pertes de pouvoir d'achat, la mutation des usages, la fragilisation du commerce physique. Ça a été assez documenté par la littérature économique, mais je reviendrai quand même dessus juste pour pouvoir orienter mon propos. Et dans ce contexte économique d'une demande en berne, on va avoir un effet sur l'arbitrage du propriétaire. Effectivement, si la demande est plus faible, les bénéfices attendus sont moindres. On va avoir une pression à la baisse sur les loyers, mais surtout, on va avoir une incertitude accrue sur la valorisation de l'actif. Et puis, de l'autre côté, face à cette demande, il va falloir que les propriétaires réussissent à adapter le bien en le repositionnant potentiellement pour répondre aux segments de la demande les plus attractifs. Et ça augmente à la fois le risque et l'incertitude. Et là, on voit que progressivement, on a cet arbitrage coût-bénéfice qui peut mener à une attrition. Alors, je disais à Frédéric hier au téléphone qu'une des difficultés, malgré la commande ambitieuse, que j'étais prête à relever ce défi en tant qu'empiriste, c'est l'accès à l'information. En fait, on a un marché spécifiquement sur les actifs commerciaux qui est difficile à observer de manière globale et de manière exhaustive. On retrouve peu, pardon, je vais regarder les temps dans le chat. On retrouve peu de données homogènes sur les loyers effectifs, sur la vacance réelle ou sur les dévalorisations des différents actifs. Et ça s'explique principalement parce que les données sont produites par des acteurs privés qui sont orientés vers la valorisation des actifs et qui sont des acteurs de la financiarisation finalement de nos actifs immobiliers, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux. Donc, pour ne pas les citer, mais ne citer que, c'est aussi ce que Marine Duro appelle les Big Four, BNP Real Estate, CBRE, JLL et Cushman, et puis notre petit dernier, un peu moins fort que les autres, mais tout aussi impliqué, Knight Frank.
Marine Duro, elle montre comment les études de marché, elles contribuent à préserver un consensus de valorisation en atteignant les signes de dévalorisation ou de vacances. L'objectif, c'est toujours en fait d'essayer d'attirer les investisseurs institutionnels pour faire de la transaction. Et donc, quand on cherche à avoir des informations sur les dévalorisations, les baisses de loyer potentielles ou une attrition de l'offre, on se heurte à un mur malgré toutes mes relances potentielles. En fait, les analyses, on va le voir, elles se focalisent sur des actifs particuliers qui sont des actifs prime pour essayer d'envoyer des signaux d'un marché résilient, d'un marché tout en croissance. La conséquence méthodologique pour cette étude de cette fragmentation d'informations, c'est que du coup, toutes ces questions d'attrition et de segmentation du marché restent vraiment difficiles à mesurer, on va dire, avec les méthodes de l'économiste habituel, en tout cas de l'économiste empiriste que je suis, et qu'il a fallu du coup plutôt de mon côté décortiquer énormément de rapports que j'ai pu trouver par des moyens divers pour essayer d'appréhender un peu l'impact de l'intervention des pouvoirs publics sur ces marchés-là, donc côté offre, à travers un faisceau d'indices convergents qui m'a permis d'essayer d'élaborer une réflexion critique sur le marché. Alors, réflexion critique qui va s'orienter principalement sur, du fait des informations disponibles, deux mouvements. D'abord, une segmentation du marché, une segmentation géographique, sectorielle et via la qualité des actifs. Ça, on va beaucoup en parler. Et un ajustement des marchés du fait de cette segmentation et de cette attrition de l'offre. Cet ajustement de marché, comment on le voit? On voit qu'on a beaucoup d'efforts qui sont développés pour pouvoir afficher des rendements et des loyers relativement stables depuis 2023 et que une des seules pistes d'explication de cet affichage, c'est justement qu'on aurait un ajustement par les quantités et donc pour avoir un ajustement par les quantités, on va le voir, il faut qu'il y ait une sortie d'actifs, une contraction de l'offre concomitante à la baisse de la demande. Donc, on va traiter de ces questions-là pour un peu donner un panorama du marché des actifs commerciaux, du marché locatif principalement. Alors, segmentation du marché, ça a été rappelé en intro. D'abord, on a une dégradation de la demande. Cette dégradation de la demande, on peut, encore une fois, pas si facile que ça d'affirmer la dégradation de la demande, mais on va dire qu'on a plusieurs indicateurs qui vont quand même dans ce sens-là, et là, il y a beaucoup d'économistes qui sont plutôt d'accord. On a une augmentation de la vacance commerciale, alors qui avait tout d'abord diminué en post-Covid et puis qui a repris avec 2,4 points de pourcentage supplémentaire entre 2022 et 2025. Donc aujourd'hui, une vacance globale en France sur les actifs commerciaux, tous sites confondus, c'est-à-dire retail park, donc centre, pardon, alors beaucoup d'anglicisme dans ces rapports et dans cette littérature, mais alors du coup, les centres commerciaux, les zones commerciales et les pieds d'immeubles. Donc on est en 2025 à une vacance autour de 11,6%. Et puis une hausse des défaillances d'entreprises avec, donc j'ai pris évidemment les chiffres avant Covid parce que toutes les mesures qui avaient été mises en place pendant les différents confinements ont réduit de façon automatique les défaillances. Mais en tout cas, si on prend avant Covid et maintenant, une augmentation de 27% des défaillances d'entreprises. Ça nous donne normalement l'indication qu'effectivement, on a une demande en berne sur ces actifs commerciaux. Mais cette demande, elle n'est pas du tout homogène, en fait, à travers le territoire, avec des territoires qui font face à beaucoup moins de vacances que d'autres. Et elle n'est pas du tout homogène à travers selon le type de site qui est concerné. En fait, on voit, et ça c'est une sonnette d'alarme qui est lancée par pas mal de centres commerciaux, que c'est les centres commerciaux, en particulier périurbains, qui connaissent un taux de vacances le plus élevé, qui est autour de 17% en 2025, alors que les zones commerciales, ces zones par exemple piétonnes de centre-ville, connaissent des vacances beaucoup plus faibles, et les commerces en pied d'immeuble se situent à un niveau intermédiaire. Et puis, on a une recomposition en fait sectorielle de la demande.
Donc ça, on a quand même eu quelques têtes d'affiche, malheureusement, de faillites d'entreprises qui nous ont alertés sur le recul important des secteurs de l'habillement et de tout ce qui est ameublement déco, hein, comme Habitat, Maison du Monde, etc. Avec concomitamment une progression des cafés-restaurants en pied d'immeuble. Donc ça aussi, on l'a vu énormément se développer dans nos centres-villes. Et puis, quel que soit le type de site, une progression de tout ce qui est parfumerie, beauté, soins du corps, qui en fait vient s'afficher au-dessus en termes d'utilisation des espaces des secteurs de l'habillement entre autres. Alors, face à une demande en pleine restructuration, à de nouveaux usages commerciaux, en fait, la valeur et les rendements de l'actif vont dépendre de sa capacité d'adaptation, de pouvoir proposer des locaux qui vont correspondre à cette mutation. Et là, c'est là que vient l'analyse un peu du cadre juridique, c'est que on a un cadre juridique qui ne va pas permettre pour les bailleurs de s'adapter rapidement à ces nouvelles tendances. L'enjeu pour le bailleur face à ce type de demande, c'est quoi? C'est de pouvoir adapter ses locaux pour attirer de nouvelles activités et accélérer potentiellement la rotation de ses occupants pour soit limiter la vacance, soit surtout essayer de augmenter la valorisation de son actif. Forcément, un commerce qui fonctionne va valoriser son actif et surtout augmenter ses rendements. Or, en fait, les dispositions du beau commercial classique, alors attention, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais vont, vont, vont limiter cette possibilité d'adaptation avec une moindre flexibilité pour repositionner rapidement un actif, des coûts de négociation, des coûts d'adaptation et de remise en conformité. Et puis, si on prend des dispositions un peu plus globales comme le décret tertiaire, eh ben, les bailleurs vont toujours devoir arbitrer entre travaux, vacances stratégiques ou sortie du marché s'ils ne rencontrent pas s'ils veulent s'adapter aux dynamiques de la demande. Alors là, j'étais contente quand même, surtout pendant nos travaux préliminaires, de pouvoir avoir des informations des juristes là-dessus. Et effectivement, une des solutions qui est pourtant imparfaite pour les acteurs, c'est d'avoir recours à un bail dérogatoire sur une demande qui est un peu plus mouvante, avec des amphis de test. Hein, concrètement, on pense à ces fameux pop stores, à ces commerces qui ouvrent pour des temps relativement limités. Et ben le bail dérogatoire apporte une forme de solution pour le bailleur qui va réduire rapidement la vacance commerciale, pour le preneur qui va pouvoir tester son concept, mais c'est quand même une solution relativement imparfaite pour le bailleur parce que les revenus locatifs sont beaucoup moins sécurisés. Et puis, encore une fois, il faut pouvoir investir pour rendre son local capable d'accueillir ce type d'activité comment dire, éphémère. Donc, et du coup, tout type d'activité éphémère. Donc, le bail dérogatoire, ça permet d'ajuster temporairement l'offre, mais ça ne va pas supprimer les coûts profonds d'adaptation qui, eux, vont progressivement générer une attrition du marché. Alors, on parlait d'inflation législative, j'avais retenu le terme également quand j'ai essayé de faire la liste, parce que dans l'idéal, et ce qu'on arrive à faire avec mes collègues qui font l'analyse économique du droit à l'université Panthéon-Assas, c'est qu'on aime bien essayer d'identifier une réforme, et de regarder les effets que peuvent avoir cette réforme sur l'évolution des prix, l'évolution des loyers. Ok, alors là, il y en a tellement que à un moment, ça devient compliqué de pouvoir identifier quelles conséquences, quelles causes, quel effet. Donc, je les ai un peu citées en vrac, mais en tout cas, elles vont toutes dans le même sens. On revient sur notre condition de maintien des actifs sur le marché. Il faut que les bénéfices attendus soient supérieurs aux coûts. On a dit précédemment déjà que les bénéfices attendus, ils sont de plus en plus incertains et qu'on a plutôt une pression à la baisse sur les loyers. Et alors les coûts sont de plus en plus importants du fait de cette inflation législative. Alors j'ai essayé de les classer quand même un petit peu. Hein. Les coûts d'exploitation qui ont été augmentés par la loi Pinel et la loi de simplification économique, les coûts de mise aux normes qui ont été augmentés par la loi handicap et par le décret tertiaire qui lui en plus
un calendrier qui va générer surtout des coûts anticipés, des coûts d'adaptation aux mutations de la demande. Alors c'est vrai qu'on a cette rigidité des statuts du bail commercial, mais on a aussi la loi Raffarin qui va limiter l'adaptation potentielle des locaux commerciaux de plus de 1000 mètres carrés, si je dis pas de bêtises. Et puis, c'est encore une autre porte à ouvrir, mais on parlait de l'urbanisme et des réglementations liées à l'urbanisme, mais les PLUU et ou les PLUI qui peuvent limiter justement la transformation des usages des locaux pour répondre à la demande. Et puis, on a à la fois une incertitude réglementaire qui est liée par nos évolutions législatives complètement incertaines à l'heure actuelle et des risques juridiques qui sont de plus en plus importants du fait de la rigidité des statuts. Cette inflation législative, en fait, concrètement, et là j'ai pas voulu, mais théoriquement ça colle très très bien, accélérer ce qu'on appelle la dépréciation économique du stock d'actifs locatifs. Donc en fait, on va avoir une augmentation de l'intervention des pouvoirs publics qui va forcer en fait notre stock d'actifs locatifs à se déprécier, à devenir de plus en plus vite obsolescent du fait de la réglementation et donc potentiellement à devoir sortir du marché. Et cette augmentation, cette accélération de la dépréciation économique du stock, bah, elle a forcément un effet sur le marché de l'usage et donc sur le marché locatif. Alors, côté bailleur, l'idée, c'est que il faut à tout prix pouvoir s'adapter pour se maintenir sur le marché. Alors, avec des coûts extrêmement importants, et en fait, on va avoir une, euh, une, une attrition, la sortie de certains actifs, et puis on va avoir le marché qui va s'ajuster sur d'autres actifs. Et ça arrive à cette notion aussi de sélection des actifs sur le marché. Les actifs qui vont pouvoir se maintenir sur le marché sont ceux qui peuvent absorber donc les coûts, les transformations d'usage attendues par les enseignes et les contraintes réglementaires. Et alors là, l'idée, c'est que toute cette intervention publique va mener à une standardisation en fait des actifs. On aura beaucoup moins de place pour des actifs un peu plus secondaires, mais tout cela est quand même relativement bien vendu et bien organisé par les fameux asset managers qui travaillent entre autres dans ces fameux cabinets que j'ai nommés plus haut, qui vont en fait défendre que ces actifs-là, qui peuvent se maintenir sur le marché, vont avoir une nouvelle valeur, enfin vont créer de la valeur d'usage, de la valeur verte et de la valeur normative. Autant vous dire que la recherche en finance immobilière, c'est très vite c'est très vite saisi pardon de ces sujets et a bien montré que ces actifs qui vont être incapables d'être repositionnés vont sortir du marché parce que le but est la standardisation. On va le voir pourquoi le but est la standardisation, parce que l'idée c'est toujours de créer de la valeur et d'encourager les transactions, quitte à encourager ou en tout cas laisser ah oui pardon je me dépêche laisser les actifs sortir du marché. Alors du coup je passe sur les questions de labellisation qui permettent à ces actifs d'envoyer les signaux correspondants. Et j'arrive rapidement, du coup, sur les ajustements de marché. Alors, comme je l'ai dit, en fait, cette standardisation, elle va mener à orienter la demande vers des actifs prime. C'est les actifs qui connaissent le risque locatif le plus faible. En fait, je vous montre rapidement ce graphique. Ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une segmentation du marché qui est relativement bien organisée entre les actifs prime qui sont vendus et qui ont su s'adapter, et puis les actifs, on va dire classiques, secondaires, comme disent les acteurs de marché, avec des taux de rendement complètement différents en fonction des actifs. Ne pas oublier que le rendement, c'est le risque. Donc, un risque moyen beaucoup plus important sur les actifs secondaires que sur les actifs prime. Alors, du coup, je conclus très rapidement et je suis désolée pour d'avoir dépassé le temps. En fait, on a un marché qui va s'ajuster par la sélection, une demande qui se contracte et qui va recomposer les secteurs, des actifs prime qui a réussi à s'adapter, qui restent revalorisés, et des actifs secondaires qui eux vont supporter davantage ces coûts d'adaptation et de mise aux normes dans un contexte d'incertitude réglementaire. L'ajustement du marché passe moins par une baisse généralisée des valeurs, encore une fois parce que c'est quelque chose de plus ou moins organisé, que par une sélection et une standardisation des actifs qui peuvent se maintenir sur le marché.
Et cette sélection nourrit une double dynamique, la segmentation du marché et l'attrition d'une partie de l'offre locative. J'ouvre du coup en disant, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif pour les preneurs?